À tous, c'est Stéphane et bienvenue sur le portail des secrets. Et aujourd'hui, on va continuer l'émission avec Stéphane sur la découverte au niveau de la tombe de Henri Boudet. On va faire la seconde partie je tiens à signaler par rapport à la première vidéo que nous avons fait. On a eu quelques petits problèmes de réseau. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça ira mieux. Voilà. Donc, je te laisse la parole et tu me dis, on va commencer de suite. Hein. Donc, voilà. Oui. Ah ben écoute, merci Stéphane de me laisser la parole sur ce sujet. C'est super sympa de ta part et en plus de faire une deuxième émission. Écoute, rentrons dans le vif du sujet si tu veux bien, comme ça, ceux qui ont vu la première émission sauront directement de quoi il s'agit. Donc on en était arrivé là, donc on avait terminé la géométrie de la pierre tombale de l'abbé Boudet qui plaçait donc la croix et le livre de Pierre dans la cohérence que tu vois là. Il y a encore juste une petite chose qui peut être ajoutée, qu'on n'avait pas dit la fois passée, mais c'est vraiment maintenant, il va y avoir deux petites cerises sur le gâteau, si tu veux, avant de passer à du lourd. Ah, Voilà. Donc, si tu veux bien passer la slide suivante. j'écoute. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre manière de justifier le petit livre de Pierre. Et je viens de te dire que ça le justifie même sur le côté gauche. Si tu te souviens bien, le côté gauche, donc le pointillé que tu vois verticalement à gauche du petit livre, c'était quelque chose qui ne faisait pas partie réellement de la géométrie, puisque j'étais parti du principe que c'était 1/10 de la largeur de la dalle que je reportais sur la gauche. Tu vois. Eh bien, ici, on utilise l'angle d'or. Donc, c'est-à-dire que l'angle d'or, c'est le cercle que tu vois là, qu'on divise, la circonférence est divisée par le nombre d'or, et la petite section qui reste d'arc de cercle, on le relie par des droites qui passent par le centre, et ça te donne l'angle que tu vois là, l'angle de 137,5 degrés. Alors, en plaçant le centre sur la jonction des deux carrés, donc vraiment sur le côté gauche, à la jonction des deux carrés du double carré, et qu'on fait filer l'angle d'or, on tombe sur le coin inférieur gauche du petit livre de Pierre, mais alors pile poil. Donc ça, c'est incroyable parce qu'en fait, ça justifie même cette ligne, voilà, qui a priori ne vient pas de la géométrie, en fait, tu vois. Je vois, ouais. Donc, il n'y a rien à faire. Hein. Donc là, dans ce cas-ci, l'abbé Boudet, il nous montre le nombre d'or. N'allons pas plus loin que ça. Il faut travailler avec le nombre d'or et puis basta, quoi. En fait. Tu vois, il faut suivre ce fil-là. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment trop redondant. Si tu veux, le nombre d'or est tellement redondant dans ce qu'il nous montre que c'est la piste à suivre. Enfin, voilà. D'ailleurs, le clin d'œil suprême, tu vois, c'est la slide suivante que tu peux mettre. Et ça c'est incroyable, en fait. C'est-à-dire que le petit livre, il fait 16 cm, comme on l'avait vu, il fait 16 cm sur 10 de large, mais le décalage par rapport au bord de la dalle fait 18 cm. 16, 18, ça fait encore 1,618, le nombre d'heures exprimé ici en centimètres. Et ça, moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé sur de ma chaise, parce que rien ne peut justifier ça. Peut-être qu'il doit y avoir un moyen, peut-être mathématiquement, de essayer de trouver, mais tu vois, là, c'est d'autres choses qui sont en jeu. Tu vois, d'un côté, on fait la géométrie qui ne fait pas appel à une notion d'une unité de mesure. Ici, sur des unités de mesure. Donc, c'est comme si on mélangeait des pommes et des poires. C'est difficile de pouvoir trouver une justification à ça, mais c'est là. 16, 18. Oui. Tu vois, et ça fait même écho à ce que Boudet dit dans son bouquin lorsqu'il dit que son cromlech a un pourtour de 16 ou 18 km. Tu vois, il exprime aussi le fameux 16-18 en unité métrique. D'accord. Et ici, sur la tombe, on le retrouve aussi. Et ça dépasse l'entendement. Voilà. Ça, je ne sais pas quel est... Je ne sais pas. C'est quelque chose... C'est à chercher, quoi. Donc, voilà, il faut oui, voir pourquoi. Voilà. Là où tu rends compte l'émerveillement, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois des choses comme celle-là,
tu médites, tu contemples, mais voilà, arrête de faire aller la tête parce que ça va t'emmener tellement à des endroits qui vont te rendre fou, quoi, en fait, tu vois. Et ça, c'est vraiment un exemple, en fait. Voilà. Parce que finalement, tu vois, son petit livre, il aurait pu le mettre à je sais pas moi, 21 centimètres. Que la Ouais. géométrie le place là et que en centimètres, ça fait ce nombre-là, c'est bizarre. Ça dépasse l'entendement. Voilà. Donc ça, c'était le clin d'œil suprême par rapport à tout ça. Donc le nombre d'or, tu vois qu'il est là, il est là, il est là tout le temps. Oui, je vois, ouais. Voilà. Alors tu peux passer à la suivante. Alors oui, j'ai mis ce clin d'œil là aussi, parce que ça, c'est l'église de Rennes-les-Bains. Mhm. Là, je n'ai pas les mesures de cette église, évidemment, mais par contre, sur Google Earth, tu la trouves, c'est la vue Google Earth que tu as là. Et puis, j'ai tracé un rectangle sur la nef principale de l'église, sur le bord, vraiment, tout le monde peut le faire. Et quand tu regardes, c'est un rectangle d'or, quoi. Mais c'est pas étonnant, parce que les églises bâties de cette façon-là, ça existe, il y en a beaucoup, en fait. Mais c'est vrai qu'on rencontre beaucoup plus d'églises bâties sur des carrés, sur des proportions de carrés, euh, plutôt que sur un rectangle d'or, franchement, tu vois. Voilà, donc Oui, c'est intéressant de voir que l'église de Rennes-les-Bains, c'est déjà un rectangle d'or pour sa nef. Et donc, comme il y a été pendant 40 ans, là, je pense, peut-être qu'il l'avait remarqué. oui, je Et que, pense aussi, ouais. et que ça avait peut-être donné une petite idée de. Je ne sais pas, peut-être que ça lui a donné l'idée de démarrer là-dessus, va savoir. Parce Oui. qu'évidemment, ça n'a rien de catholique, tout ça. Hein. Non, 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 tout à fait. Donc, oui, oui, je pense qu'il a dû le remarquer. Et puis, je pense que tout est parti de là, à partir Ouais, de c'est son possible. église, parce que bon, il y a pas mal de choses qu'il a modifiées à partir de son église, parce que bon, on s'est aperçu, je ne sais pas si tu le savais, que tous les tableaux ont été enlevés, sauf il n'en restait que deux, la crucifixion et la Vierge au rocher. Ah oui, oui. Voilà. Et on savait qu'il y avait d'autres tableaux, puisqu'on a la marque de la poussière qui est encore tout autour, qui était, et en fait, ils ont été complètement enlevés. Ouais. Donc, je pense que c'est la source de ces recherches, l'Église. Je pense aussi. Alors après, c'est peut-être pas étonnant que cette nef fasse un rectangle d'or, parce que si on peut imaginer que cette église a été bâtie sur des anciennes fondations d'un temple romain, par exemple. Je ne connais pas l'histoire de cette église, je ne sais pas. Mais c'est fort possible, tu vois, c'est quelque chose qui a pu être récupéré. Et les Romains utilisaient le nombre d'or. Donc, c'est pas non plus étonnant, peut-être, tu vois. Mais ça fait pas partie, en principe, tu veux, du monde religieux catholique, quoi, en fait. Ouais, je crois que c'est Rudy qui en parle dans son bouquin, que ça a été construit sur Oui. un ancien temple romain. Ok, ouais. Ouais. Il a montré, je dirais, les anciennes constructions qui étaient faites dessus, où on voit la délimitation et le marquage. Donc, on était peut-être sur un ancien sanctuaire. Oui, c'est ça. Il me semble que je l'ai vu quelque part de loin, mais je n'ai pas approfondi, mais ce serait pas étonnant, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, donc ça c'était pour terminer en fait ce qu'on a vu la semaine passée. Oui. Maintenant, voilà, j'étais arrivé à ce stade-là, donc le constat de cette pierre tombale avec toute la géométrie et le nombre d'or redondant qu'il y a dedans, et qui part d'un double carré, le double carré de la pierre tombale, sur lequel on est venu empiler des rectangles d'or dans l'invisible, et même le petit livre de pierre qui est un rectangle d'or visible. Donc j'en étais arrivé là. Tu peux passer la slide suivante. Et puis d'un autre côté, j'avais retrouvé également que la carte de la VLC était délimitée par un rectangle d'or également. Et voilà, moi j'en étais là au moment de mes recherches. D'un côté, j'avais le rectangle d'or de la carte, ici, Mhm. qu'on voit ici à l'écran, et de l'autre, j'avais toute la géométrie de la pierre tombale qui démarre d'un double carré. Je dis, voilà, voilà, je me dis, ma recherche, elle s'arrête là, si tu veux, quoi, sans plus. Jusqu'au moment où j'ai eu une intuition, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Je ne me mets pas à une table et je me dis, il faut que je cherche, il faut que je trouve quelque chose. Non, je ne trouverai rien du tout avec le mental, tu vois. Donc, moi, je laisse venir certaines choses et ce qui m'est venu, figure-toi, à un moment donné, c'est superpose. Juste ce mot.
Ça fait très médiumnique, hein. Mais Ouais. voilà, c'est juste un flash que j'ai eu. C'est souvent le matin au réveil, tu vois. Quand je suis dans un demi-sommeil, j'ai souvent des trucs comme ça. Alors, je me lève d'un bond et je vais vite de noter et je vais vite vérifier. Et là, c'était. Superposé. Tu disais? Ah non, je croyais que tu allais dire quelque chose. Ah Voilà, et non, donc non. c'est superpose. Et donc, ce que j'ai fait, eh ben, oui, là, je montre directement une certaine conclusion, parce qu'en fait, on pourrait croire, évidemment, que donc ce que je vais faire, c'est superposer, en fait, la carte entourée par son rectangle d'or sur la pierre tombale, c'est-à-dire sur le double carré de la pierre tombale. Alors, on va me dire, mais c'est saugrenu, quoi, en fait, tu vois, pourquoi? En fait, même temporellement, on pourrait dire la carte, elle a existé en 1886, un petit peu avant, et la pierre tombale en 1915. Je veux dire, et temporellement, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas, qui pourrait être bizarre de se dire, tiens, on va superposer ces deux choses-là. Mais en réalité, il faut bien se rendre compte que moi, je tombe sur la pierre tombale, c'est-à-dire que je tombe sur la fin du processus de Boudet, et que je remonte son processus à l'envers, tu vois. Ouais. Je, en quelque sorte, c'est son fil de raisonnement que je remonte à l'envers. Ben forcément, je commence par la fin, par la pierre tombale. Et ici, je vais directement, donc, du coup, couper court au fait que ça pourrait être saugrenu, que je comprends bien qu'on puisse le dire, par la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est-à-dire que moi, je pense que l'abbé Boudet a commencé par la géométrie, au tout début de son raisonnement. D'ailleurs, on le voit bien d'ailleurs avec le rectangle d'or de l'église, tant qu'à faire, tu vois. Je me dis que finalement, il a commencé par la géométrie, dans laquelle il a mis sa carte avec son frère. Il s'est arrangé pour faire coller cette carte à la géométrie qu'il va mettre en place, que je vais expliquer après. Et puis après, il a fait son bouquin. Et là, son bouquin, il s'arrange comme il veut pour que ça colle avec la carte. Là, il y a vraiment plus. Bon, avec la littérature, les nombres de pages, etc., il y a toujours moyen de s'arranger plus facilement. Tu vois, il y a un ordre qui est beaucoup plus facile à mettre en place dans ce sens-là. Et ce qui veut dire par là, si ma conclusion est bonne, du coup, c'est que la carte est vraiment importante, quoi. Tu vois, cette carte n'est pas là pour faire joli dans un bouquin, juste pour pouvoir faire illustrer de façon touristique ce qu'il va dire dans son bouquin. Donc, parce que quand tu vas voir qu'après, la manière dont il a goupillé cette carte dans la géométrie, c'est pas juste une carte pour faire joli, quoi. Et moi, je pense qu'il a commencé par la carte et donc par la géométrie. Et puis le bouquin. Et puis finalement, quand il a dû faire sa tombe, bah, il n'a juste qu'à eu de reprendre son dessin initial, en fait, tu vois. Tout est déjà fait. Il n'avait Ouais, plus ouais, qu'à le tout mettre à fait. en fait. Parce que, de toute manière, enfin, sur le bouquin, enfin, sur la pierre tombale, le petit carré, le petit rectangle, plutôt, il met 310-11. Et en Ouais. fait, c'est 310, c'est le nombre de chapitres de son Nombre de bouquin. pages. Nombre de pages. Et 11, si tu le mets à l'envers, ça fait 9. Donc, il y a des hypothèses qui ont été faites que le 9, ça correspond à la carte. C'est le chapitre 9, en fait, puisqu'il n'y est pas dans le bouquin. Ok. Tu verras, tantôt, Donc, j'ai trouvé aussi quelque chose par rapport au 310-11, en petit clin d'œil aussi, qui pourrait être sympa. J'en parlerai après, tu vas voir. d'accord. Voilà, mais donc tu vois, c'est ce que j'ai fait ici dans le dessin qu'on voit maintenant, enfin ici, voilà, ça c'est ce que Boudet a mis en place. Si tu veux, il a pris, c'est d'une simplicité enfantine, c'est-à-dire qu'il a pris en géométrie les deux formes les plus évidentes de base dans une géométrie sacrée, c'est-à-dire le double carré, le trait qu'on voit en bleu, là, tu vois, Mm. et le rectangle d'or qu'on voit en rouge, qui entoure d'ailleurs la carte. Euh, et en plus, si tu veux, d'un point de vue symbolique, pour un curé, c'est même très bien, parce qu'en fait, le double carré, ça représente la matière, ça représente le terrestre. Et Ouais. en plus, dans le double carré, en arrière-fond, tu peux trouver le nombre d'or. Donc, tu vois, symboliquement, ça veut dire l'imperfection, en quelque sorte, humaine. Et à l'intérieur, on a du divin, mais il faut les retrouver, quoi. Donc, ça pourrait être, Mm. tu vois, on pourrait encore interpréter ça comme ça. Et le rectangle d'or lui-même, ben lui, c'est clair, c'est le divin. Donc, si tu veux, il empile le terrestre et le divin sur l'autre, bêtement par deux rectangles, tout bête. Et on peut imaginer notre ami Boudet, en fait, de prendre deux feuilles de calque, les découper évidemment, un au format double carré, un au format rectangle d'or. Il les empile sur son bureau, tu vois, pour que ce soit le bas qui soit comme référence. Et voilà. Et on D'accord. obtient cet empilement de deux rectangles, en prenant évidemment la largeur identique
dans le petit côté. Alors, tu peux passer la slide suivante. Et alors, on arrive ici. Voilà, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis tout ce petit laïus avant pour pouvoir se dire que c'est du délire ce qui est là maintenant, tu vois. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est de prendre la pierre tombale que j'ai mis complètement à l'échelle du rectangle d'or qui entoure la carte. Donc, ça veut dire que je l'ai mis à l'échelle proportionnelle. Je n'ai absolument rien bidouillé, rien de triché, tu vois, corrigé. C'est vraiment la proportion ramenée au petit côté du bas pour que le double carré rentre dans le rectangle d'or de la carte. Et donc, on a une superposition de cette géométrie où tu vois en jaune le petit livre d'or, le petit livre de pierre, lapsus, mais enfin, c'est joli aussi, ce petit livre d'or. Donc, tu le vois en jaune, et puis tu vois la croix au-dessus de la pierre tombale. Tu vois, et puis tout le restant, c'est mes traits qu'on a vus la fois passée. Oui. Donc, voilà, j'en étais arrivé à faire ça, et moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Tu vois, dans le flash que j'ai eu, j'ai fait ça. C'est après que je me suis dit, mais attends, ça peut être logique, ça peut être d'une simplicité toute bête. On empile 2 rectangles, quoi. Et donc, ce que Boudet va faire, c'est qu'il va empiler ces 2 rectangles. Il va, en plus, après ça, verrouiller ces 2 rectangles ensemble. Ça, je vais te montrer après. Et puis, une fois que tout ça sera prêt, il va les séparer. Et alors, il restera le rectangle d'or de la carte de la VLC et le double carré. On ne sait pas où il est, mais on va le retrouver dans sa tombe plus loin après. D'accord. Et c'est la clé, ça va être de rassembler ces 2 choses-là ensemble, bêtement, pour pouvoir comprendre la carte. Ok, ben, je te laisse faire. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, et que je me suis dit, je suis en train de faire un peu n'importe quoi, avant d'avoir la réflexion qu'on vient d'avoir maintenant, j'ai directement vu quelque chose. Et alors, je ne sais pas si toi, tu le vois. Il y a un truc qui se voit graphiquement, en fait. Alors, je cherche. Hein. Oui, mais enfin bon, je ne cherche pas trop longtemps, sinon. Non, j'abandonne. C'est au niveau de la croix, non? Bien, le titre Rennes Celtic, il est pile poil aligné sur la barre horizontale de la croix. Ouais, oui, c'est ce que j'allais vous dire, ouais. Et alors, d'ailleurs, c'est la slide suivante. Voilà. Et donc, tu vois que le titre Rennes Celtic repose vraiment sur la barre de la croix, la barre horizontale de la croix, mais cette barre horizontale-là est déjà justifiée par la moitié du carré supérieur, du double carré. Donc, tu vois, c'est vraiment posé. Donc, ça, c'est un premier verrouillage que Boudet a fait pour verrouiller le double carré avec le rectangle d'or, puisque le Rennes Celtic appartient au rectangle d'or, tu vois. Ouais. Et donc, il arrive du coup à verrouiller ces 2 rectangles en faisant ça. C'est d'une toute beauté. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais. Ah oui, non, c'est bien fait en fait. C'est subtil, c'est beau, c'est simple. Mais voilà, il y arrive. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il faut chercher parce que tu vois, ton Rennes Celtic, il aurait pu tomber 1 centimètre plus haut et ça ne voulait plus rien dire, tu vois, ou plus bas. Et bon, voilà. Mais déjà, quand j'ai vu ça donne envie d'aller chercher plus loin. Et là, donc, tu vois, il a verrouillé ces 2 rectangles par le carré supérieur. Maintenant, tu vas voir qu'il va verrouiller ces 2 rectangles par le carré inférieur. Ça, tu peux passer la slide suivante. Voilà. Là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que... Attends, reviens un petit peu en arrière avec la slide d'avant pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, si tu regardes bien, près à gauche du petit livre de Pierre, tu as un alignement de menhir sur la carte, dessin. Tu vois tous des petits points horizontaux là. Donc, pour Boudet, ce sont des menhirs. Et là, en l'occurrence, un alignement de menhir bien droit. Moi, quand j'entends alignement de menhir, j'ai envie d'aligner des lignes. Hein. Donc, ça donne envie de faire ça, quoi, tu vois. Ah ben, quand tu passes à la slide suivante, tu vas voir que cette ligne, elle tombe, mais alors là, pile poil, sur la moitié, sur l'axe du livre de Pierre. Ouais, je vois. Au centre. Voilà. Donc, en suivant cet alignement de menhir, en fait. Donc, je me dis, waouh, c'est intéressant, ça. Donc, je me dis, du coup, je vais regarder si verticalement, il y a quelque chose aussi, en prenant l'axe vertical du livre de Pierre, en centrant. Donc, vas-y, tu peux passer la suivante. Donc là, j'ai tracé un trait vertical pour voir, en fait, ce qui va se passer.
Et alors là, tu peux passer, donc dans l'axe du livre, hein, toujours, tu peux passer à la suivante. Et là, ce que j'ai remarqué, j'ai fait un gros plan là, ce que j'ai remarqué, c'est que la ligne verticale qui passe par le centre du livre de Pierre passe, comme tu vois, dans un petit carré de menhir. Je vois. Comme si ces petits carrés étaient une sorte de viseur, en quelque sorte, ou une confirmation que c'est bien par là qu'il faut passer. D'ailleurs, c'est bien simple, tous les menhirs, etc., qu'il a fait dans sa carte, c'est pour ça. Hein, c'est tous des menhirs qui n'existent pas dans la réalité. Oui, tout à fait. Ouais. Ils Voilà, n'existent donc pas, en fait. Ouais. il a pris cet axe-là pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais tu vois juste à gauche de mon trait bleu, tu vois un alignement de menhirs en oblique là. Ouais, je vois. Ouais. Tu vois. Ah ben, j'ai regardé ce que ça donne, tu vois, quel angle ça forme par rapport à l'horizontale. Voilà. Et là, ça te fait un angle de 31,72 degrés exactement. C'est l'angle d'un rectangle d'or. C'est l'angle formé par la diagonale d'un rectangle d'or. Bon, ça commence à être redondant, tu vois tout ça. C'est redondant, ouais. Voilà. Donc, c'est pas fait pour rien, je crois. Non. Non, pas du tout. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, maintenant il faut continuer. Ah oui. Il insiste, notre ami Boudet. Hein, donc, tu vois. Donc déjà, je vois que ça passe par ces 4 points menhirs. Et en fait, tu vas voir que ces 4 points menhirs-là, il y en a ailleurs sur la carte. Il faut vraiment bien le trouver, mais et c'est connu des chercheurs, ceci dit. Ces 4 points menhirs, ils y sont ailleurs aussi. Et tu vas voir ce que je vais faire avec. Passe la slide suivante. Et là, tu vois, quand on regarde vers le bas, donc mon trait que j'ai fait, précédemment, vers le bas, en descendant, je tombe sur le M de menhir dans la légende, sur la première lettre. Et en même temps, tu vois qu'à côté de la légende, ben forcément, tu as les 3 petits points de la légende aussi qui montrent ce que c'est que ces menhirs alignés. Alors je me dis, ben voilà, ça fait formons un angle droit du coup. J'ai mon axe vertical qui tombe sur le M de menhir, qui passe par le centre du livre de Pierre, qui passe par les 4 points au-dessus. Horizontalement, on nous invite à aller horizontalement par les points. Et donc, je me dis, ben, à ce moment-là, je vais faire un rectangle. Puisqu'on a déjà un angle droit, je peux faire un rectangle ou un carré. On va voir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cet angle bas du rectangle à droite et je vais monter à l'opposé, l'autre angle en haut à gauche du rectangle et je vais aller rejoindre les 4 autres points de la carte. Et là, tu peux mettre la suivante. Bon, tu vois, à gauche, c'est les fameux 4 points. Là, j'ai zoomé pour bien les montrer. Oui. Ils sont un peu cachés, là, mais on les voit. Ah ben, j'ai donc fait un rectangle qui va rejoindre le coin supérieur gauche du rectangle, va rejoindre ces 4 points-là. D'accord. Et du coup, tu vois, j'ai un rectangle bleu qui est dessiné maintenant. Oui. Alors, ce qui est incroyable avec ce rectangle, c'est qu'il est impeccablement centré sur le carré du bas, le carré en rouge. Ouais. Tu vois, en passant par le centre du livre de Pierre et en s'alignant sur les points menhirs de la carte, j'obtiens un rectangle qui est impeccablement centré. Donc, latéralement et au-dessus et en dessous, tu peux mesurer ces pile poil. Donc ça, déjà, c'est très, très intéressant, en fait. Donc déjà, là, il verrouille. Ouais. Voilà. Donc là, il verrouille en plus, une deuxième fois, les 2 rectangles. Et en même temps, il verrouille également mon petit livre de Pierre. Ouais. Donc sa position est importante là. Enfin, en tout cas, oui, elle est importante. Elle doit être là. On l'avait vu dans la tombe, mais là, maintenant, on le voit sur la carte. Tu vois? Oui. Et alors, ce qui est deuxièmement plus intéressant, c'est que ce rectangle n'est pas un rectangle d'or, c'est un rectangle de proportion racine carrée du nombre d'or. C'est ce qu'on appelle un rectangle sacré. Ça, c'est encore un rectangle encore plus intéressant. Parce que, parce que dans un rectangle racine carrée du nombre d'or, tu as 2 fois l'expression du nombre d'or dedans. Quand tu prends le petit côté, si tu fais le petit côté du rectangle qui fait 1, le grand côté, c'est la racine carrée du nombre d'or, et la diagonale, c'est le nombre d'or. C'est pour ça qu'on l'appelle le rectangle sacré, c'est vraiment le rectangle suprême, quoi, si tu veux. Ouais, alors, tout à fait. Quoi de plus beau que d'entourer la région de Rennes-les-Bains avec un rectangle sacré, tu vois? Et c'est peut-être qu'il y a quelque chose de sacré là-bas. Oh ben ça. Donc non, c'est ça qui est intéressant avec tout ça, c'est que en plus, c'est très pragmatique, ça nous permet de faire des calculs et de la géométrie qui va nous servir à des choses, et en plus, tu peux y mettre de la symbolique facilement, tu vois.
Ah ouais, tout à fait. Mais bon, après, il faut connaître en géométrie sacrée parce que tu vois, par exemple, le rectangle sacré, tu vois, c'est quelque chose que je connaissais pas. Mm. Oui, Donc, oui, quand c'est tu un connais pas, rectangle. Oui. Ouais, parce que la racine carrée du nombre d'heures, il faut y penser, quoi, tu vois, c'est 1,272, voilà. mmh, Mais c'est très, très utilisé en géométrie sacrée, mais ça montre déjà une certaine évolution dans la recherche géométrique. ah oui, Voilà. Et que ce rectangle-là soit super centré en plus sur le carré du double carré de la tombe, là, en fait. Alors là, ça verrouille carrément tout. Là, c'est bien goupillé, là, et on ne peut rien dire. ah ouais, Moi-même, ouais, ça a pas été fait pour rien. j'en suis tombé de ma chaise vraiment parce que je me dis, bon, Mmh, là, il y a quelque chose qui est imparable, en fait. Voilà, c'est un fait, c'est là. oui, Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit au tout début que c'est pas si saugrenu que d'empiler ces deux trucs-là, parce que Boudet a commencé par là, en fait. Il a commencé par faire ces deux empilements, puis avec son frère, a dessiné la carte, qui s'est arrangé avec la carte pour que ça rentre bien dans la géométrie. Il met ses points menhirs pour donner un petit peu des directions à faire. On peut imaginer que c'est assez simple à faire au bout du compte, quoi. Tu vois, il ne faut pas chercher non plus ouais. midi à 14 heures. Est-ce que enfin, moi, j'ai une question là. Est-ce que Ouais. tu penses que Boudet a trouvé quelque chose ou alors il laisse des instructions parce qu'il était sur une piste, pour je dirais, pour les personnes suivantes, qui comprendront un petit peu le message, la suite pour aller rechercher? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais tout à fait. C'est d'ailleurs ce que j'allais en parler en fin d'émission ou dans la prochaine émission si on a le temps. Enfin, si on n'a Mmh. pas le temps, plutôt. Oui, bien sûr, j'ai mon idée là-dessus. Oui, oui, oui. Euh, Boudet a compris quelque chose qu'il ne pouvait pas. Enfin, j'ai compris. Je ne dis pas que j'ai la vérité, hein. Mais oui, Boudet a compris quelque chose qu'il ne pouvait certainement pas exprimer facilement. Il devait forcément, par rapport à sa conscience, il devait certainement le dire, mais le cacher en Ouais, même temps, tu vois. Mais il ne pouvait pas non plus s'amuser à faire un truc que personne ne trouverait, tu vois. C'est pour ça qu'on voit que la simplicité de la mise en place de cette géométrie toute simple permet à celui qui comprendra de trouver facilement au bout du compte. Donc, c'est d'accord. pas un truc qui doit être insoluble, sinon à quoi ça servirait de faire un jeu de piste à la scout où tu fais Ouais, ça a pas de sens. une moulure qui renvoie à une pierre d'une église, qui renvoie à une station du Christ dans Rennes-le-Château, qui renvoie à une statue qui monte son doigt comme ça. Ça marchera, tu vois. Il a envie que quelqu'un trouve, mais c'est surtout parce qu'en fait, il a trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer, surtout dans son milieu. Mmh. Il ne pouvait pas en C'est parler exactement à ça. ses collègues curés, ni à son évêché, ni à quoi que ce soit, quoi. Parce que ça remettrait en cause beaucoup trop de choses, mais pas nécessairement une chose matérielle, hein. C'est une chose, à mon avis, spirituelle, en fait. Alors, probablement qu'il y a quelque chose aussi à trouver, parce qu'il a fait une carte. S'il a fait une carte, euh, c'est qu'on doit trouver des points sur une carte, sinon à quoi ça servirait, sauf pour illustrer les propos du bouquin. Mais il s'est quand même donné beaucoup de mal pour illustrer le propos du bouquin, tu vois, quand on voit ça. Donc, c'est que Oui, probablement, il y a peut-être quelque chose à trouver. Et sur une carte, ben, à ce moment-là, faut trouver un ou plusieurs points. Et pour trouver un ou plusieurs points, ben, il faut faire des coordonnées. Tu vois, il faut un croisement de deux lignes. ouais, tout Et à c'est fait, ouais. ce que j'ai essayé de faire à partir de là, parce que tu vois, à partir de maintenant, quand j'ai vu ça et que c'était verrouillé de cette manière-là, je me dis, bon, alors maintenant, il faut continuer à chercher la géométrie là-dedans pour trouver éventuellement des points, de façon la plus simple possible. La plus simple possible. Sans vraiment tirer par les cheveux. J'insiste. Pour certains, ça peut déjà être tiré par les cheveux quand on ne comprend pas bien la géométrie, tu vois. Enfin, Ouais. voilà. C'est pour ça que j'essaye d'être le plus didactique possible, mais bon, Non, voilà. mais ça va, c'est clair, donc si j'arrive à comprendre, c'est que c'est clair parce que, bon, j'ai vu des travaux sur la géométrie sacrée, mais franchement, j'ai rien compris. Oui, mais j'ai déjà Je vu me aussi demandais ouais, sur la carte, hein, oui. je me demandais si, pourquoi il traçait des traits comme ça, tout, parce que bon, peut-être qu'il y a une raison, mais il la donne pas clairement donc comme je te dis, si tu as pas la connaissance au niveau de la géométrie sacrée, ben, tu te dis, ben, ouais, des traits, je peux en tracer dans tous les sens, Non, mais c'est forcément. exactement, ouais. C'est exactement ce que j'ai vu dans certaines choses sur la carte de Boudet, en fait, des traits dans tous les sens. Il y a toujours Mmh. moyen de trouver à ce moment-là un pentacle, cette branche, tu vois. Il y a toujours moyen de finir par trouver quelque chose en traçant plein de lignes qui n'ont pas de sens, tu vois. Mais il faut toujours qu'il y ait un axe
Il n'y a rien à faire, à un axe bien précis. Ici, c'est le nombre d'or, en l'occurrence. Oui, je vois. Voilà. Oui. Et pas se dire, tiens, on relie les points menhirs et puis on voit si ça forme une forme géométrique. Bon, on peut commencer comme ça, hein, mais on part le nez au vent, quoi, si tu veux, sans trop savoir où on va. Ici, Ouais. j'essaie de remonter la logique de Boudet quand j'ai vu sa tombe, tu vois. Et c'est comme ça que ça me permet de pouvoir dire, de supposer qu'il est vraiment commencé par ça. Il était derrière son bureau aussi, il a pris 2 feuilles, clac, clac, je les empile. Et voilà. Bon, donc voilà, à partir de maintenant, tu vois, j'ai trouvé ça, que c'est verrouillé. Je me suis dit, maintenant, je vais chercher justement s'il y a moyen de trouver un ou plusieurs points. Mm. Et donc, tu peux mettre la slide suivante. Eh ben, on va trouver d'autres points. Voilà. Et donc là, tu vois, je suis reparti toujours avec ce côté gauche du livre, donc le fameux trait qu'on a rajouté correspondant à 1/10 de la largeur de la dalle. Je me dis, ce côté gauche m'a l'air d'être important. Donc je pars sur ce principe-là. En plus, il était justifié par l'angle d'or qu'on a vu au début tout à l'heure. Tu vois, Mhm. et qui plus est, qui valide en fait le coin inférieur gauche du livre de Pierre. Donc je tire un trait vertical là-dessus, un trait au hasard, clac, qui monte verticalement. Tu peux passer la slide suivante. Alors, dans le double carré, dans le carré du bas, ben, je vais trouver son centre. Tu peux passer la suivante. Pour tracer un cercle, voilà, je trace un cercle qui va passer par le coin inférieur gauche du rectangle d'or, du livre de Pierre, qui est un rectangle d'or. Et du coup, j'ai déjà une intersection avec le point jaune, tu vois. Oui. Euh, et puis, je me suis dit, bon, ben ok, j'ai une intersection. Mais il se fait qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable, en fait. C'est que, ayant trouvé tout ça, je me suis dit, mais on n'a pas déjà parlé de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un chercheur qui a déjà mis tout ça en lumière d'une manière ou d'une autre, qui pourrait rejoindre tout ce que j'ai là? Et là, j'ai commencé à fouiller. Là, je me suis arrêté là, en fait, dans mes tracés. Et puis, j'ai commencé à fouiller YouTube. Pas tous Rudy, les ouais. parce que c'est pas possible, mais j'ai tapé tombe de Boudet, j'ai tapé tout ce que tu veux. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur une interview de Rudy Jacquier, Mm. tu vois. Et je le connaissais, enfin, je l'avais déjà vu en interview, mais il y a déjà quelques années de ça, quand il avait parlé du fauteuil du Christ, tu vois. Voilà. Oui. Mais ici, une interview beaucoup plus récente. Et là, je voyais qu'il commençait à parler de son décodage de la VLC par rapport au nombre de pages qu'on met sur un cercle de 360 degrés. Ouais. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée, en fait. Ça, c'est un truc, tu vois, qui me parle vraiment, en fait. Ça, effectivement, c'est de la géométrie, encore une fois. Si les nombres de pages, les numéros de pages, pardon, sont des degrés sur un cercle, waouh, ben c'est pas mal ça en fait. Et donc j'écoute cette interview-là, et puis à un moment donné, je vois son tracé qui était à l'écran. D'ailleurs, mets-le, je pense que je l'ai mis après. Tu veux que je le mette? Je pense, oui, vas-y. Oui, voilà, donc, je tombe sur ça. Ça, c'est le tracé de Rudy. D'accord. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'avoir publié ici, mais voilà. Non, Donc, mais je pense pas. tu vois, donc ça, c'est son tracé qu'il a trouvé avec tous les degrés, etc. Sa théorie, voilà. Mais je ne connaissais pas ça, en fait. Tu vois, j'ignorais ça jusqu'il y a quelques semaines, en fait. Et donc, quand je vois son point central, son rond, là, en fait, Et à partir du dolmen, ouais. tu vois le point central de son cercle, il tombe exactement sur le point que je viens de trouver précédemment. Bah alors, Mm. nickel, la même chose. J'ai regardé à la loupe, j'ai loupé. C'est vraiment cet endroit-là. Donc, lui, il a trouvé le même point que moi, mais par un autre moyen. Ouais, par le méridien, et puis Oui, parce que les degrés, etc. Enfin, voilà, il a, à partir du bord du cercle, ben, tu finis par rayonnement, de trouver le centre. Voilà, lui, il a trouvé comme ça, mais en même temps, c'est le même que moi. Et je me dis là. Alors, je ne connaissais même pas encore cette histoire de méridien d'ailleurs, hein. Tu parles du méridien de Paris, mais voilà, on va en parler mais après. méridien, voilà, Voilà, c'est méridien de j'ignorais. Paris. Donc, j'ignorais que c'était le méridien de Paris. Effectivement, parlons directement maintenant, puisqu'on en parle. Mais j'ignorais également que c'était la grotte de Montferrand. Oui, c'est la grotte de Montferrand. Voilà. Il explique en fait, il est parti sur un tableau de, j'ai perdu le nom.
Oui, c'est ça. En fait, il a retrouvé Mm. la sculpture sur un bas-relief plutôt, je crois que c'est C'est ça. la maison L'Allemand ou quelque chose comme ça, à Bourges, Mm. la Toison d'Or, je ne sais plus, quelque Poison chose. d'or. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça, où on retrouve cette grotte de Montferrand. Enfin voilà, en tout cas, c'est le point grotte de Montferrand. Maintenant, je peux mettre un nom dessus, en quelque sorte, puisque géographiquement, c'est là. Et en plus, c'est le méridien de Paris. Donc, tu peux passer la slide suivante. Donc, du coup, moi, j'ai continué à chercher pour voir s'il y a d'autres manières de trouver ce même point, s'il se confirme plusieurs fois par la géométrie. Parce que c'est bien beau de tomber sur un coup de bol avec deux lignes comme ça, tu vois, mais alors, ce que j'ai fait, tu vois, je vais refaire un nouveau cercle à partir du carré supérieur cette fois, où je viens mettre mon point de compas. Tu vois, j'ai repris la ligne de Rennes celtique, tu vois, qui divise le carré en deux. Et à partir de là, tu peux mettre la slide suivante. Hop. Voilà. Et à partir de là, Voilà. je trace un cercle d'un diamètre d'1 mètre, mais à partir de ce point à gauche du milieu du deuxième carré, dans le prolongement de Rennes celtique. Et je tombe au même endroit. Voilà une deuxième justification. D'accord. C'est déjà pas mal non plus. Ouais. Et puis je continue, je vais reprendre, tu peux passer la slide suivante, je vais reprendre mon rectangle sacré de tout à l'heure. Mhm. Et comme je t'avais dit, la diagonale de ce rectangle sacré, c'est le nombre d'or. Donc 1, racine carrée du nombre d'or, diagonale, nombre d'or, tu vois. Et quand je prends la diagonale de ce rectangle, qui est en rouge là, paf, je tombe encore au même endroit. Ça fait Troisième beaucoup. question. Par tout ce qui était déjà en place avant, hein. Donc, je ne rajoute pas des choses, je reprends juste la géométrie de la tombe, etc. Je ne refais pas d'autres choses, je reprends tout ce qui était déjà là. Et puis, je me suis dit, ben, allons voir maintenant avec l'angle d'or, quoi, si on peut retrouver également la même chose. Donc, tu peux mettre la slide suivante. Et là, tout comme je suis parti du coin inférieur gauche du livre de Pierre, eh bien, je vais partir du coin inférieur gauche de la pierre tombale, du double carré, et je mets mon angle d'or 137,5. Et paf, je retombe encore au même endroit. Mhm. Bon, alors après, on peut me dire, oui, mais tu es parti sur le biais de confirmer le point grotte de Montferrand. Oui, mais j'en ai pas trouvé d'autres où il y a autant C'est le d'occurrences. centre, de toute manière. Ouais. Et puis après, a posteriori, je me dis, mais oui, mais effectivement, comme tu disais, en fait, cette ligne verticale, le côté gauche du livre de Pierre, c'est le méridien de Paris, quoi. C'est le méridien de Paris. Donc ça a déjà du sens. Alors, attends, non, à partir du livre, je ne suis pas sûr que ce soit le méridien de Paris. Hein. Si, Si, parce si. que le méridien de Paris passe par la grotte de Montferrand. La grotte de Montferrand, ouais. Je ne sais pas ce que j'ai mis après. Tu Ça peux me passer. semblait qu'il était plus à gauche, mais ouais. Et tu vois, parce que j'ai quelque chose, ça a continué à travailler. Je vais te montrer la suite. Oui, tu as peut-être raison. Donc, En fait, il y a une ouais. subtilité avec le côté gauche et le côté droit du livre de Pierre. Parce Mhm. qu'on n'en a pas fini là maintenant, tu vois. Maintenant, on va encore aller plus loin. Tu peux mettre la slide suivante. Alors, ça, c'est toi qui m'avais allumé là-dessus. Dans l'émission précédente, tu vois, tu m'avais demandé qu'est-ce que je pensais des points sur le petit livre de Pierre, tu vois. C'est ça. Et moi, jusqu'à la semaine passée, tu vois, je m'étais arrêté simplement sur l'explication que je t'avais donnée et qu'on retrouve d'ailleurs partout, c'est que c'est un acrostiche, tu vois, c'est les initiales de plusieurs mots, quoi, en fait, qui forment un texte à la gloire de Jésus, tu vois. Ictus, ouais. Voilà. Donc, ictus, c'est le poisson, et puis quand tu prends les lettres séparées qui forment des phrases, ça fait, je ne sais plus le texte, en fait, qui est à la gloire de Jésus. Et puis, en fait, il y a toujours quelque chose. Quand tu m'as dit ça la semaine passée, je sentais que je te donnais une explication, mais qui me travaillait toujours un petit peu derrière la tête, parce qu'en fait, sur l'épitaphe de la tombe, d'ailleurs, tu peux mettre la slide suivante. Sur l'épitaphe, j'avais remarqué une chose, c'est que à la fin de l'épitaphe de Henri Boudet, tu as ECC 1.11. Tu vois que j'ai entouré en rouge. Ouais. Voilà. Alors, ECC 1.11, c'est pas difficile de se dire que c'est l'Ecclésiaste 1.11. Donc, il faut aller voir dans la Bible ce qui est écrit, et on en parlera à la fin de l'émission, parce que j'ai aussi quelque chose. Mais c'est pas maintenant qu'il faut en parler. Mais
quand tu vois ECC 1,11, il a mis des points entre chaque lettre. Et Ouais. ça, par contre, ça n'a pas de sens. Non. Parce que le ECC, c'est la contraction de Ecclésiaste. Il aurait mis un seul point après à la rigueur, mais pas entre chaque lettre, tu vois. Et puis ça a fait tilt, évidemment. Je me suis dit, ben oui, mais c'est le fameux point menhir, quoi. C'était des menhirs? Ouais. Ah oui, c'est les points menhirs comme sur sa carte, tout D'accord, simplement. ouais. Mmh. Tu vois, donc il a fait un petit rappel, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Sinon, ça n'a pas de sens pour le ECC 1,11, tu vois. Donc, je me dis, ah ben oui, et donc, il nous renvoie à sa carte, encore une fois, que ça tombe là, ben, par les petits points menhirs. Il aime Mmh. bien ces petits points menhirs. Tu vois. Et c'est chaque fois des points menhirs qui n'existent pas dans Oui, la tout à réalité. fait. Il faut Voilà. comprendre, ouais. Oui, il faut comprendre, mais tu vas voir qu'il y a un point que. Enfin, voilà, ne brûlons pas les étapes, je continue. Donc, ça veut dire que ici, tu as, dans le petit livre de Pierre, justement, tu as des points, donc, hein, sur le ictus, qui te demandent de tirer des lignes verticales, quoi. Tiens. Enfin, donc le méridien, entre autres. Et tu peux mettre la slide suivante. Alors, tu vois, ce que j'ai fait, j'ai tracé 2 lignes verticalement, 2 axes, dont un qui passe par la grotte de Montferrand, le premier point jaune que tu vois là. Mmh. Et on dit que c'est là le méridien de Paris. J'ai été voir sur Google, je te montrerai la. Ben, passe la slide suivante, on y reviendra à celle-ci après. Je crois que je l'ai mis après. Vas-y. Encore après. Voilà. Donc là, tu vois, ça, j'ai tracé le méridien de Paris en partant des coordonnées officielles sur Google Ouais. Earth. Et tu vois, bon, elle passe par la grotte de Montferrand. Voilà. Donc, on est bien sur cet axe-là. Alors, bon, à quelques mètres près, hein, je ne sais pas, mais la région, elle est très proche. Et puis, il y a un point dans la carte de Boudet qui est beaucoup plus gros que les autres. Et si Mmh. c'est un point, pour moi, c'est un menhir, quoi. D'accord. Et c'est le point qu'il y a après Rennes Celtic. Ouais, le gros point qui est au titre, hein. Encore un point qui n'a absolument aucun sens après un titre. Parce Mmh. qu'alors, à ce moment, on met un point après chaque mot que tu as mis dans la carte, quoi, en fait, tu vois, si c'est pour faire ça. Et donc là, pour moi, ça ne fait aucun doute que ce point-là, c'est un menhir. Mais un vrai, celui-là, c'est celui des Ponty. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais moi, donc dès le départ et enfin, Je pense pas, j'avais il y a d'autres qui ont pensé, évidemment. Mais là, ouais. c'est évident. En plus, il se trouve, c'est la seule chose géographique sur la carte qui se trouve en dehors de la partie visible de la carte. Donc, tu vois, là, il n'y a plus de carte à cet endroit-là. Il y a juste le titre. Mmh. On est dans le blanc, quoi. Dans l'invisible de la carte. Et c'est là qu'il va mettre son point menhir, quoi, en fait. Et d'ailleurs, quand tu regardes sur Google Earth, tant qu'on y est là, donc tu vois, j'ai mon tracé vert qui est donc la méridien de Paris. Et puis en haut à gauche, tu vois, j'ai marqué menhir de Pérol. Oui. Tu vois? Donc il est plus ou moins 800 mètres sur la droite par rapport au méridien de Paris. Mmh. Et donc tu peux revenir sur mon premier dessin en faisant marche arrière. Alors je fais marche arrière, hop Voilà. et hop. Donc voilà. Oui, je ne sais pas très bien dans quel sens mettre les slides du coup. Donc. Et donc tu vois, quand je redresse le côté droit du livre de Pierre, cette ligne-là faisant bien partie de la géométrie de la dalle, donc là, ce n'est pas le fameux trait à 10 cm, tu vois, et que je reprends mon cercle général que j'avais fait, que j'ai remis en pointillé pour le visualiser, on tombe sur mon point menhir Ouais. de Rennes Celtic, tu vois. Donc Ouais, il ouais, fait je juste vois. par la géométrie, C'est par le génial, côté du livre. c'est génial, ouais. Et donc, tu vois, moi je me dis, hein, le méridien de Paris, je ne sais pas moi, sur quoi il était basé pour le faire, quoi, mais c'est quelque chose d'artificiel de toute façon, hein. Mais moi, j'aurais plus confiance dans le méridien des Ponty, comme je l'appelle, tu vois. Ben ça, après, il faudrait poser la question à Christophe Carlier parce qu'il Ouais, sait pourquoi elle a été il y a un truc là ouais, qui, il y a un truc là qui me plaît. Bon, après, je crois que ça c'est pas ce qui est vraiment important pour la suite, mais je me dis, le vrai méridien, en quelque sorte, est-ce que ce serait pas celui-là qui se trouverait 800 mètres à côté? Mais quand on est dans de la géométrie et dans des choses comme celle-là, des marges d'erreur comme celle-là, c'est quand même beaucoup. Donc, je me dis, c'est peut-être bien le vrai méridien qui passe peut-être, par hein?
D'ailleurs, j'ai été voir le recensement de tous les mégalithes en Europe, quoi, en fait. Tu vois, j'ai été voir sur ce méridien, quand je le remonte le plus loin, jusqu'à la Belgique, quasi, quoi. Il n'y a aucun autre menhir sur cette ligne. Ah, c'est Celui des intéressant. Ponty est le seul. C'est intéressant, ça. Il y en a d'autres à gauche, à droite, tout ça, tu vois, mais jamais pile poil sur cette ligne. Tu Donc, penses je me que... dis que pour Boudet, en fait, ce point menhir est important. C'est comme s'il nous demandait de trouver deux points. Donc, la grotte de Montferrand et celui-là. Tu vois? Mhm, je vois. Maintenant, tu peux passer à la suite. Donc, tu fais défiler. Donc, on a vu le menhir des Ponty pour illustrer pour les personnes qui ne connaissent pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je me suis rendu, c'est une photo que j'ai faite sur place là-bas, tu vois, quand je me suis rendu autour de ce menhir, j'ai passé une bonne heure là autour de ça parce que j'aime bien ressentir aussi les choses. C'est mon côté géobiologie sourcier, quoi. Et tu ne trouves pas qu'il a une allure anthropomorphe, toi? Hein, on dirait qu'il y a un visage au-dessus, là, tu vois, on voit quelque chose comme un visage, on voit qu'il est incliné comme pour avancer, comme pour aller vers l'avant, de l'avant, et en plus, on dirait qu'il porte quelque chose dans ses bras, comme s'il avait un enfant dans les bras. Moi, je me demande à quelle mesure, en fait, ce menhir n'a pas été retaillé, peut-être, à un moment donné. Parce que des menhirs anthropomorphes, tu vois, ça existe, mais il n'y en a quand même pas beaucoup, hein. Et Fort ici, je possible. trouve une allure anthropomorphe par une sorte de visage droit, là, comme ça, plat, mais... et alors, le fait qu'il soit incliné, et qui soit incliné aussi vers le sud. Voilà. Alors, ça rejoint peut-être justement ce que Christophe Carlier a trouvé, tu vois. Mais ça, il faudrait que je me penche un petit peu sur ses travaux pour voir ce qu'il a trouvé astronomiquement. Là, j'ai bien Bah, vu quelque chose. Ouais. on Et pourrait puis, faire des émissions, hein. Une émission tous les trois, hein. C'est ben, faisable. oui, ça peut être sympa, bien sûr. Et alors, en plus, quand tu vois dans le livre de Boudet ici, alors je ne sais pas si on va bien le voir, là, mais tu vois, tu te souviens d'Edmond Boudet, là. Oui. Tu vois Il le va... menhir qui est là, là. Le Minière menhir, couchée? il est Ah, pensé. non. Tu vois, il a vraiment une allure de menhir des Ponty en plus, tu vois. Et Ouais. là, dans la légende, ils mettent juste menhir sur pied dans le dessin d'Edmond Boudet. Bon, ben moi je pense que c'est celui-là, hein. Enfin, voilà. Alors tu peux passer la slide suivante. Peut-être qu'il a fait son axe, lui aussi, hein. Il a peut-être fait son méridien. Boudet. Je vais t'expliquer après ce que je pense en fait. Après, ce sera pas. Bon, c'est mon interprétation, tu vois, mais vas-y, continue à passer. Oui, en fait, voilà, j'ai aussi été voir sur la carte de 1868, 1866, je crois, que Boudet aurait pu avoir en main, la carte de l'époque. Et en fait, le menhir des Ponty n'est absolument pas représenté sur cette carte. Et c'est le coin. En fait, si tu veux, il devrait se trouver sur la branche du V, là, en fait, qui aurait été un U, hein, mais tu vois, au milieu il y a un grand V, là, le V en noir, Oui. le Oui, je début, vois, ouais. oui, qui, en fait est un U de je ne sais plus, c'est pas Cardou, mais voilà, enfin bref. Mais normalement, le menhir, il se trouve là. Donc, sur les cartes que Boudet aurait pu avoir en main, eh ben, il n'était pas signifié. Alors lui, il le signifie sur sa carte à lui. Mhm. Donc, c'est important pour lui. Oui, oui, tout à fait, ouais. Tu veux passer à la slide suivante. Et alors, moi, ce que j'ai fait, donc on revient sur le 310-11. Toi, tu dis on inverse 319. Bon, on peut faire, voilà, on peut Plein de s'amuser. choses. Mm. Voilà. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que pas mal de gens pensent 310, c'est le bouquin, allons voir à la page 11. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir à la 11e page. Nuance. Donc, tu vois, je pars de la page de titre, je compte, y compris l'avant-propos, etc. Et j'arrive à la page 3, en fait. Ça, c'est la 11e page du bouquin. Et qu'est-ce que je vois dans cette 11e page, tu vois? Il parle de la Gaule qui est divisée en deux. Enfin, comment il dit ça? Occupe les côtes ainsi que... Voilà, tu vois, la Gaule apparaît partagée entre les Kimris et les Gaëls. Les Kimris à l'ouest occupent les côtes, etc. Et les Gaëls à l'est et le centre de la Gaule. Bon, Ouais. le centre de la Gaule, c'est un peu le méridien des... On va pas dire le méridien de Paris, parce que la Gaule, c'est peut-être le méridien des Ponty. Enfin, comme je l'appelle moi-même, quoi.
Je viens de trouver un nom, je vais le faire breveter, celui-là. Et tu vois, à la page donc 310-11, à la 11e page, il y a ça. Bon, je le soulève simplement. Hein, non, mais c'est intéressant. Voilà, c'est pas que je ne vais pas m'y accrocher, c'est une démontre ouais. que ça va pas. Hein. Voilà, c'est quand même là. Donc, ouais, il faudrait savoir partager entre les Kimris. Il faut savoir pourquoi les Kimris et les Gaels, la signification. Ouais. Parce qu'ils jouent avec les mots. Hein, donc, oui, j'ai après, pas été voir dans les mots là en fait. Moi, c'est ce que j'ai mis en dessous, tu vois, le centre de la Gaule que j'ai mis en bleu. Ça, c'est important, quoi. alors, il faut savoir que il y a un centre de la Gaule, hein, si on peut l'interpréter autrement, parce que Lyon, la ville de Lyon et la capitale Lugdunum à l'époque, ils réunissaient les 3 Gaules, ce qu'on appelle, Ouais. et c'est le centre. Donc là, si ce que je dis, l'hypothèse que j'annonce, je ne sais pas, hein, je mets une hypothèse là. Lyon serait le centre des 3 Gaules. C'est intéressant parce que c'est la 2e fois qu'ils nous ramènent à Lyon. Donc, aux fameux arêtes de poisson, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est à chercher, quoi. Ouais. Si ce n'est qu'ici, on parle d'un menhir, c'est un temps lointain, hein, évidemment. Hein. Enfin, Oui, tout à fait. aussi, mais on sent que c'est plus une construction en briques. De toute façon, c'est plus tardif que les mégalithes, mais bon, après, je ne sais pas. C'est des hypothèses. Voilà. Alors, tu peux mettre la slide suivante pour que je me souvienne de ce que j'ai prévu. Ah oui, tu vois, près des 4 points menhirs de tout à l'heure, là, par laquelle j'ai passé mon rectangle sacré, tu as aussi un alignement de traits qui, dans sa légende, c'est un alignement de menhir couché. Bon, peu importe qu'il soit couché ou debout, en tout cas, c'est un trait directionnel, en tout cas. Enfin, moi, je le prends comme ça. Et là, quand je l'ai mis dans mon logiciel de dessin, tu vois que je peux zoomer et être précis avec mes traits. Tu peux mettre la slide suivante. Eh bien, quand je tire ce trait exactement sur les traits, j'arrive au point, là. J'arrive au point du menhir de Ponty. Au menhir des Ponty, je m'en doutais. Enfin, en l'occurrence, le point de Rennes Celtique, mais sur la carte, c'est le point de Rennes Celtique, mais en tout cas, cette direction-là, elle passe vraiment par ce point-là. Bon, encore peut-être une confirmation que c'est important, ce point, tu vois. Ouais. La flèche rouge, tu vois, que j'ai mis là, c'est pour montrer qu'il se trouve là, les petits traits directionnels. Après, tu vois, dans la carte, il y a d'autres endroits avec des traits directionnels qu'il faudra encore creuser pour voir, mais bon, tellement de choses à faire que... Ouais. Je ne sais pas où il nous emmène, mais c'est intriguant quand même. Ouais. Et alors aussi, tu vois, mais ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que par rapport au méridien de Paris, le méridien que j'appelle le méridien des Ponty, tu as 1/100 de degré quand tu calcules avec les méthodes modernes. Hein. Il y a 1/100 de degré. Et ça rejoint encore toute cette histoire de la base 10 avec laquelle Boudet travaille, tu vois. On a 100 cm de la dalle, on a 10 cm pour le petit livre de Pierre, on a 1/100 de degré entre le méridien de Paris et le menhir des Ponty. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a pensé ou pas, mais en tout cas, c'est là. C'est à chercher. Oui, donc les fameux 800 mètres de différence, ça fait 1/100 de degré. Donc, nos amis auditeurs, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez faire des recherches sur tous les détails qu'on vous donne. Peut-être que ça mènera à des bonnes pistes. Hein, et puis, si vous trouvez, n'hésitez pas à partager. Ben écoute, moi j'ai une petite idée que je vais développer juste après. Tu peux passer à la suivante. Hop. Ah oui, j'ai fait ça aussi. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, j'ai été chercher la carte hygiène contemporaine pour quand même vérifier un petit peu en le faisant en transparence, en la faisant calquer sur la carte de Boudet, en adaptant un tout petit peu, mais pas tant que ça, tu vois, pour que ça colle à la carte de Boudet. De toute façon, voilà. Il ne peut pas y avoir une transparence parfaite, une superposition parfaite, évidemment. Mais tu vois, j'ai fait un zoom à droite pour montrer sur la carte IGN, bon, tu vois le point de Rennes Celtic, hein, le point menhir. Et puis juste à côté, tu as une étoile rose, là. Ah ben ça, c'est le menhir des Ponty. Le menhir des Ponty. Les cartes. Et tu vois que ça tombe quand même tout près, quoi.
Oui, oui. Bon après, on Donc, n'est pas précis nous, voilà, donc et en pardon? plus, je dis, nous, on n'est pas précis. Puis à l'époque, sur les Ah cartes, non. parce qu'il a pas fait ça sur les cartes hygiène, donc il a fait ça sur les cartes Cassini. Donc à Oui, ou l'époque, la c'était pas carte si de précis. 1866 de tout à l'heure, en fait. Donc, de toute façon, la précision, il ne faut pas la chercher à ce niveau-là. On voit qu'il y a une Ouais, intention de montrer ça. Et il faut la prendre, quoi, parce que la précision, comme on en a parlé la semaine passée, tu vois, il faut quand même aussi avoir une certaine attitude, mais pas une trop, marge mais d'erreur. vite. Mais là, quand tu vois sur la carte, déjà, il y a quelques millimètres, enfin, à l'échelle de la carte, on peut dire que c'est pertinent. Mais c'est pas anodin, quoi. Voilà. Voilà, je pense que. Attends un petit peu, qu'est-ce que j'ai mis après? Alors je te mets tac. Ah oui, oui, mais voilà. Et donc, moi, j'en suis arrivé à une supposition, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, Mmh. mais si Boudet voulait qu'on trouve des points sur la carte, on en a déjà trouvé deux. Et ce sont des points qui sont connus, en fait, de toute façon, tu vois. Le Oui, point de la grotte de Montferrand et le menhir, il s'est connu depuis perpète, en fait. Donc, tu vois, euh, simplement, il fallait qu'il y ait une démarche pour les trouver, parce qu'en fait, ils sont probablement importants pour trouver éventuellement un troisième point. Bon, là, je mets mon chapeau d'Indiana Jones, hein, donc je ne sais pas. oui. Et si et si Et on alors, tra on trace un si on trace un cercle à partir, du dol de la grotte de Montferrand. ouais, c'est ce que j'ai fait en fait. Enfin, c'est ce que Rudy a fait, hein. Oui, et que tu rejoins ce point-là de truc qui représente le menhir et que tu traces la diagonale, tu tombes à l'opposé dans un autre sens, non? Oui. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que le méridien des Ponty, comme je l'appelle, c'est-à-dire la longitude verticale, tu vois, et que en fait, le menhir des Ponty serait en fait le croisement entre une longitude et une latitude. Voilà. Oui. On va dire que c'est ça. Et qu'à partir de là, tu as une latitude horizontale pour Mmh. déterminer cette latitude. Donc, le menhir des Ponty détermine la latitude et en plus, ça passe sur la croix. Tu vois la barre horizontale de la croix. On peut imaginer que ça peut être pensé, quoi, en fait, tu vois, pour bien asseoir cette idée-là qu'on part sur la latitude des Ponty, on va dire ça comme ça. Tu vois. Et après, la grotte de Montferrand, ben alors à ce moment-là, on peut rejoindre l'idée de Rudy qui était de faire un cercle, comme tu viens de le dire, avec tous des degrés. Mmh. Et en ce moment, partent de ce centre-là tous des rayons de 360 degrés, puisqu'il y a 360 degrés dans un cercle. C'est ça. Euh, et chaque fois que tu as, alors lequel rayon, ça peut très bien être un des rayons qui passe, qui croise cette latitude de Ponty, et c'est peut-être là qu'il y a un point intéressant à aller voir. Ouais, Alors c'est pour ça, c'est déterminer de quel degré on parle, peut-être que là, il faut fouiller dans le bouquin, il faut peut-être penser à autre chose, peut-être que ça se cache dans le livre, puisqu'il a quand même fait son bouquin aussi, hein. Donc effectivement, et en plus, tu vois, dans son bouquin, Boudet, il parle de la table de distribution en parlant du dolmen. mmh, À un moment donné, il dit ça dans son bouquin. Donc pour moi, la grotte de Montferrand, je peux imaginer que c'est une table de distribution. Voilà. mmh. Hop, on distribue tous les rayons. Il faut juste trouver le bon maintenant, qui traverserait la latitude des Ponty. Et c'est là qu'il faut aller creuser et aller chercher l'Arche d'Alliance dans lequel il y a le corps de Jésus qui tient le trésor des Visigoths dans ses bras. Tu vois? Ouais. Bon, un peu d'humour. Mais Eh beh, peut-être, c'est pas loin, hein? oui, mais voilà, mais voilà. Si toutefois, il nous montre deux points pour en trouver un troisième, peut-être. Voilà. Ouais, Après, je je ne sais pense qu'il y a un pas. troisième point, oui. euh, Mais il faut le bon, trouver, quoi. Donc parce que pour moi, il y a ça, enfin, ce que je pense, bon, c'est pas non plus la vérité, mais c'est ce qu'on nous parce que là, je suis en train de faire, de décortiquer, je dirais, philosophiquement, les constructions de la Bessonnière, à Vicrina et on nous parle de, si tu veux, de doubles, mais c'est pas en fait, c'est pas des doubles, c'est des inversions. C'est comme un effet miroir. oui, Tu prends la tour Magdala, elle est en pierre, tu prends la tour d'Orangerie, elle est transparente, d'accord? Donc il y a un monde visible et un monde invisible, ah oui, d'accord? Tu prends c'est ce qu'on va expliquer la prochaine fois, tu prends l'église, il y a une église visible et une église invisible, mais qui est inversée, à chaque fois.
Et chaque fois, c'est comme ça. Ah ben, si tu permets que je rebondisse sur ce que tu dis, justement, c'est que moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce qu'on fait depuis le début, hein, c'est que ce qui est important, c'est ce qui est invisible. Donc, toute notre Voilà, géométrie est invisible, elle met juste en évidence deux, trois petits trucs, là, la croix, le livre de pierre, c'est tout, tu vois. Donc, ce qui est intéressant dans cette mode de pensée, c'est ce qui est dans l'invisible. Or, c'est ça. ici, on a la carte, le dessin de la carte, et puis le restant, c'est dans l'invisible, là où se trouve la croix de la tombe, tu vois. On est dans l'invisible de la carte. C'est un invisible de la carte, c'est ça. Voilà. Et donc, moi, ça me plairait l'idée que ce qu'il faut trouver ne soit pas dans le visible de la carte, mais dans l'invisible de la carte. Et que le Je seul pense que c'est chose ça. géographique qu'on nous montre dans l'invisible de la carte, c'est le menhir des Ponty. Donc, tu vois ce petit jeu subtil, en fait, Oui, cette pensée des anciens, quoi. Voilà, c'est dans l'invisible qu'il faut chercher, mais pour ça, il faut d'abord trouver les points dans le visible. il faut les points de repère, hein, quoi. Il faut trouver les points de Voilà. départ, Ouais. la Voilà. source. L'idée me plaît dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Bon. Ben, ça revient souvent, quoi. Oui. Après, La il y a... méthode, elle est comme ça, hein. Voilà, on sent qu'il a travaillé la méthode géométrique, c'est ça, c'est l'invisible qui révèle les deux, trois choses, une ou deux choses visibles, c'est tout. Mais il y a une complexité invisible qui montre quelque chose de simple visible. Après, il y a trois choses qui sont récurrentes dans cette affaire à Rennes-le-Château. La première, c'est une tour. Il y a des tours de partout. La seconde, c'est l'horloge. Ah Donc, oui, est-ce qu'on n'a pas... oui. Une Voilà. horloge, c'est un cercle des degrés en quelque sorte, hein, oui. Parce que la tour de Magdala, au début, où il allait appeler la tour de l'horloge, Oui, mais avant, il voulait l'appeler la tour de midi. Donc, voilà. Et puis, la troisième chose, c'est l'eau. oui. Donc, c'est des choses récurrentes à Rennes-le-Château. Et ça revient de partout à chaque fois. Donc, il y a quelque chose à comprendre entre la tour, l'horloge et l'eau. Et c'est ce qui a été représenté. Je ne sais pas si tu connais Cergy Pontoise. Ah oui, oui, c'est pas là, il y a une pyramide dans l'eau, là? Oui, il y a une pyramide dans l'eau et puis il y a une grande horloge. Ouais. Ouais, ouais, Il y a des colonnes. ouais. Tu traverses, c'est la méridienne verte qui a été faite par Mitterrand. Et Oui, donc, il y a tout ça est mitterrandien, en fait. Bon, voilà. je vais Mais pas bon, il pas y a les savoir, mêmes symboles. Ouais. c'est plutôt l'ombre qui est derrière tout ça, hein, mais enfin, Ouais, oui, je pense, oui. l'ombre utilise aussi ça. Mais voilà, Ouais, ça revient. ouais, Ça revient assez souvent. ouais, Et à l'eau, puisque la pyramide, elle est au milieu d'un lac. ouais, voilà. Bon, après, c'est une suggestion, hein, ce que je te montre là, en fait, une suggestion de recherche éventuellement. Sur le terrain, c'est quelque chose à rechercher, mais dans ce cas-là, il faut déjà trouver le bon angle, le bon azimut à partir de la table de distribution. Peut-être qu'un auditeur, il aura la réponse. Donc, je l'invite et je l'encourage à laisser un commentaire si jamais, enfin, s'il veut, Après, hein, parce que peut-être qu'il ne veut pas partager. enfin, Ouais. en fait, je rejoins un peu les travaux de Rudy Jacquet avec ça, en fait. Tu vois, Tout à fait. peut-être que lui pourra faire aussi un lien avec ça. Il donnera peut-être des pistes de réflexion aussi, parce que lui avait déjà travaillé sur les angles avec les pages, etc. Donc, si ça lui donne des idées, allons-y. Moi, j'avais pensé aussi, tu vois, pourquoi ne pas essayer de travailler aussi avec l'angle d'or, encore une fois. Si je tape l'angle d'or sur la table de distribution, donc la grotte de Montferrand, Mmh. euh, bon, 137 degrés, je tombe vraiment de l'autre côté, là, en fait, mais pourquoi pas, peut-être qu'il y a quelque chose par là aussi. Mais si on fait 137 degrés et demi moins 90 degrés, ça fait 47 degrés et demi. 47 degrés et demi, quand je pars vers la droite, là, plutôt à droite du menhir plutôt qu'à gauche. Bon, j'ai fait le dessin avec tout à gauche, mais ça peut très bien être vers la droite qu'il faut chercher, dans la visite de la carte de toute façon. Peut-être qu'il Ouais, y a quelque chose à 47 degrés et demi, mais quoi? C'est toujours la question. mais je pense que tu es sur le bon chemin. Je pense que dans quelque temps, tu vas trouver.
Comment ça va? Et Tu vois? je vais monter une expédition avec des potes et avec des pelles et des pioches. Il y en a qui ont fait avant toi. Non, mais écoute, s'il y a des personnes qui ont déjà des idées et que ça rejoint celle-là, ben pourquoi pas, on peut une fois en Ouais, discuter aussi. mais il faudrait que si Rudy alors, il entend notre message, Rudy, on a besoin de toi. Bienvenue. Voilà. Voilà. Ok. Tu me dis, hein, je te laisse faire. Alors après, ben écoute, après si tu veux, je crois que j'en ai fini pour cette partie-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses par rapport à la durée de Mais l'émission. écoute, on va laisser pour une troisième émission. Non, qu'est-ce que tu en Oui. penses? Enfin, c'est-à-dire que ce que j'ai à t'expliquer un petit peu, c'est un petit peu le fond de ma pensée de tout ça, mais il n'y en a pas pour une émission, tu sais. Ouais, bon, bah, alors vas-y. Alors, donc, Voilà, ben écoute, passe la slide suivante. Je vais te donner un petit peu mon point de vue, mon ressenti un peu métaphysique par rapport à tout ça, quoi. Tu vois, c'est juste ça que euh, quand tu regardes justement l'Ecclésiaste dont on parlait tout à l'heure, tu vois, ça c'est la citation qu'il y a dans la Bible. oui, Tu vois, on ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Euh, Tu sens le côté d'avant le déluge, là, tu vois. ouais, C'est quelque chose que les moins de 12 000 ans ne peuvent pas comprendre, quoi, en gros. Tu vois. Et comme il nous parle de mégalithes, tu sens une ambiance on sent un peu la civilisation perdue. Et on sent aussi, surtout, le niveau de conscience que cette civilisation a pu avoir, a pu atteindre. Et puis c'est ouais, je éteinte, vois. tu vois. Et c'est pour ça qu'il utilise des mégalithes comme référence pour tirer ses lignes, etc. Et en plus, il y a le Méné des Pontimes. Enfin. Donc, tu vois, moi, je pense qu'il parle de quelque chose comme ça. Et en fait, quand tu regardes bien le titre de son bouquin, je crois que tout est dit, en fait, tu vois. La vraie langue celtique, pour moi, ben, c'est la géométrie, les nombres, le langage universel, comme il le dit dans son avant-propos qu'on avait vu la semaine passée. Et puis alors le cromlech lui-même, un cromlech, au-delà du fait qu'il nous met encore dans des mégalithes, puisque c'est un cercle de mégalithes, le cromlech, pour moi c'est un rond évidemment, et un rond, si tu veux, dans ce que moi je connais de mon parcours, etc., et la compréhension que j'ai de tout ça, dans l'ésotérisme, le rond, en fait, c'est un plan de conscience. C'est l'expression d'un plan de conscience, où tu as un rond, il y a un centre, là où tu mets ton compas, c'est ce qu'on appelle un centre de conscience, et puis tu as le rond qui est le plan de conscience, c'est-à-dire le champ d'action de ce plan de Le champ conscience. d'action. Mm. Voilà. Et tu peux mettre la slide suivante, je vais t'expliquer ça autrement. Voilà, donc tu vois ici, j'ai illustré les plans de conscience qu'on retrouve sur Terre. Donc tu vois le premier à gauche, enfin peu importe l'ordre, mais enfin on va partir de la gauche, c'est le plan de conscience du minéral. Puis tu as le suivant, qui est le plan de conscience du végétal, et puis le plan de conscience animal, puis celui de l'homme, et puis encore après, un autre plus élevé que celui de l'homme, et puis il y en a encore d'autres encore à atteindre, mais là on atteint le divin, quoi, tu vois. Et tu remarqueras que chaque plan de conscience ne sont pas séparés l'un de l'autre, ils se chevauchent toujours. Il y a toujours une transition, tu vois. Si je Je, prends je- le... je peux te Si je... donner une explication? Tu dis Je peux te donner une explication? ah, vas-y, on verra si c'est la même que la mienne. Il fallait que je la place. Vas-y. Alors, normalement, on dit qu'on a trois règnes. Tu as le règne minéral, végétal et animal. L'homme fait partie du règne animal, hein. Oui, c'est là où je ne te Euh, rejoins pas. Là, je ne te rejoins voilà, pas. Ouais. voilà. Alors, Parce ce que je qu'il faut parle de sa plan de conscience. Hein. ouais, ouais. C'est différent. Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que, le préfixe «al» pour les Arabes et le préfixe «el» pour, les Juifs, c'est «el». Donc c'est pour ça que tu as les noms qui finissent par Michael, et cetera, et cetera. «Al» veut dire être supérieur, d'accord? Et là, tu remarqueras que dans les règnes, tu as minéral, tu as végétal et tu as animal. Donc les 3 finissent par «al». Et tu as OK? l'ominal. L'ominal. Le L'ominal. L'homine, je ne le connaissais pas celui-là. Voilà, on pourrait l'avoir. Parce que Il n'est pas. On mmh, pourrait le dire comme ça. Oui. ouais, mais en fait, nous, c'est pour ça ce que je voulais en venir, c'est que, par exemple, il y a dans le minéral, il y a des minéraux qui sont plus évolués que les autres. Par Bien exemple, le sûr. minéral le plus Entre les évolué, reines. Oui. voilà, c'est le calcaire.
C'est pour ça qu'il se trouve entre deux. Ah ben c'est exactement ça, voilà, oui. Voilà. Ensuite, le végétal, c'est la Drosera. C'est-à-dire, c'est une plante qui lance des phéromones et qui attaque tous les insectes et machins, qui les attire. Donc, c'est la plante la plus évoluée par rapport au monde végétal. Et l'animal, c'est nous, c'est l'homme. C'est l'homme qui est l'être le plus évolué par rapport à tous les animaux. D'accord? Mais il y en a un quatrième. Donc, ce quatrième, il faut que ça finisse par al. Et comment on arrive à le comprendre? Ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui fait beaucoup d'alchimie, tu sais, qui est vachement, c'est Patrick Beuren-Stenas. Et si tu veux, le quatrième, on le comprend. Je vais te donner un exemple. Tu vas en Amérique, tu as Hollywood, tu sais. Mhm. Holy, ça veut dire sacré. Et wood, Ouais. bois, le bois sacré. D'accord? Et qu'est-ce que tu trouves à Hollywood? C'est des stars. Donc, Ouais. on est prévu pour devenir une étoile. Ouais, bah oui, Donc, c'est ce que j'allais te dire. voilà. Donc, Autrement, le quatrième règne, c'est astral. Voilà. mais c'est une autre grille de lecture, tu sais. Ouais. Les chiffres, t'en mets trois, là où moi j'en mets quatre, parce que je parle de plan de conscience, en fait, tu vois. Mais Mhm. quand je dis qu'il y a forcément une intersection entre eux, c'est comme tu viens de dire, le calcaire, si on prend l'animal, c'est quand même plus facile, tu vois. Mhm. Entre l'araignée et le singe ou le dauphin, c'est pas le même plan de conscience. Ça reste le plan de conscience, pardon, Ouais. animal, mais l'évolution dans ce plan de conscience n'est pas la même. On sent que il y a forcément le dauphin, ou je prends cet exemple-là, il y a d'autres animaux, mais ils sont pas loin du plan de conscience humain, qui est une Oui. autre conscience quand même. Parce que Mhm. le plan de conscience, c'est chaque fois un enjeu à dépasser pour l'humanité, enfin pour la vie sur Terre. Tout à fait. Euh, et le plan de conscience humain, lui, il a l'ego en plus de l'animal que l'animal. C'est un autre enjeu qu'il doit dépasser pour pouvoir atteindre le cinquième plan de conscience. Enfin voilà, on ne va pas faire l'émission là-dessus, évidemment, parce que c'est ça que je voulais dire, tu vois, c'est que on a d'ailleurs tout en nous, hein, en fait. Donc nous, l'homme, on a le minéral en nous, notre squelette, c'est du minéral, tu vois. On a du Exact. végétal en nous, puisque de bébé à l'adulte, on pousse. Et quand on fait la crêpe au soleil sur la plage, on s'oriente au soleil comme les plantes, tu vois. Ouais. L'animal, lui, il a le déplacement, le mouvement en plus par rapport au végétal. Mhm. Et puis l'homme, il a encore en plus l'ego qui vient un peu perturber le bazar pour qu'il le dépasse pour atteindre un autre plan de conscience. Et c'est là où je veux en venir avec Boudet. C'est qu'en en fait, moi je pense qu'il nous parle de ce plan de conscience supérieur, celui qui est juste après celui de l'homme, le nôtre, tu vois. Celui qu'il faudrait atteindre et que l'homme peut atteindre en travaillant sur soi. Et d'ailleurs, mets un petit peu la slide suivante. Si j'y arrive. Hop Voilà. là. Voilà. Tu vois, et on revient à la géométrie, en fait, tu vois, dans ce cas-là, puisque c'est un petit peu ça le lien, c'est que là, tu vois, par exemple, je n'ai pris que le plan de conscience, par exemple, de l'homme, et puis le plan de conscience suivant. On ne sait pas comment ça va vraiment être, mais on sent qu'il y a quelque chose vers quoi on peut tendre pour, pour être meilleur, en fait, tu vois, simplement, pour être... Et forcément, il y a une transition entre ces deux plans-là aussi. Et quand tu vois la forme que j'ai soulignée, du coup, en rouge, on appelle ça une mandorle. Ouais. Ou alors on appelle ça aussi une Vesica piscis, parce que ça ressemble un peu à un poisson, tu vois. Ouais. Et qui c'est qu'on met tout le temps là-dedans, figurativement depuis, depuis pas mal de temps. Mais la slide suivante, tu vas voir. Curieux. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on a gardé que cette mandorle, en fait, que cette Vesica piscis, et on met le Christ là-dedans. Donc, pour en revenir à cette histoire de Bouddha, c'est que tu vois, on le dit depuis longtemps que le Christ, en fait, il se trouve à l'intersection de deux plans de conscience. Il est toujours dans le plan de conscience humain, mais il a déjà entamé le chemin pour aller vers le suivant, dans une évolution intérieure. Et, Ah, euh, c'est et donc ça veut dire que c'est un état qui est atteignable pour l'homme s'il fait tout ce qu'il peut pour travailler sur soi, pour s'améliorer
et aller voir derrière son ego qui il est vraiment, quoi, en fait. Donc c'est quelque chose qui est possible. Et moi, je me dis que finalement, Bouddha, il a peut-être compris ça, mais comment veux-tu aller dire ça dans son milieu catholique? Dire que en fait, le Christ, c'est juste un homme qui est un petit peu en avance sur les autres? C'est un Non. homme avec un esprit divin, quoi. Oui, bien sûr, mais pour le catholicisme, c'est Dieu surtout. Mmh. C'est pas quelqu'un qui devrait se situer entre deux plans de conscience, humain et le suivant. Il devrait être carrément. Tu vois, c'est difficile, alors que finalement, la géométrie et le graphisme de toutes les époques le montrent toujours comme ça, en fait. Personne ne comprend vraiment ça, je pense, de cette manière-là. Ah ouais. L'état christique, voilà, c'est un état enfin, qui s'améliore, on peut s'améliorer en fait en montant le plan de conscience suivant, qui sera le futur règne sur Terre, en fait, en plus des 4 autres qui seront déjà là. Et Dieu sait combien d'États. Enfin voilà, on peut supposer ça. Mais moi, je pense que, tu vois, c'est ma réflexion personnelle, en fait, ce que je dis là. Je ne dis pas que c'est ça, mais connaissant un petit peu le Bouddha, depuis que je travaille sur lui, là, maintenant, tu vois, je me dis que ce curé-là, c'est pas un curé comme les autres, tu vois. C'est pas un curé qui va aller dire à l'abbé Saunière, ou Gélis, ou que sais-je, ou même son évêché, qui va aller expliquer qu'il a compris une chose comme celle-là qui remet en question finalement la religion catholique, quoi. Oui, oui, oui. Tu C'est ce vois un que je peu, pense, oui. je vois ça comme ça, et Mmh. donc il est un peu seul avec lui-même avec tout ça. Et alors, je crois que, comme on a vu tout à l'heure, en fait, que la croix qui nous sert à donner, par exemple, une latitude, mais que symboliquement, elle sert aussi à montrer un plan d'élévation sur l'axe vertical de la croix pour savoir où tu en es dans ton parcours spirituel. Ça rejoint Mmh. un petit peu ça aussi, tu vois, plus tu montes dans cette barre et plus tu passes dans le plan de conscience suivant, comme Jésus d'ailleurs, comme Ouais. il est en train de le faire, quoi. Mais il n'est pas non plus encore dépassé la barre, quoi. Il est toujours dans le plan humain quelque part, élevé. Ah ouais. Et tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas de ça qui nous parle? Et puis en même temps, est-ce qu'il n'y a pas dans le coin là-bas, on sent que là-bas, il y a une vibration effectivement qui est propice à une élévation intérieure. Moi, j'y suis allé, donc je l'ai senti en fait. Tu sens bien que le Razès, le coin, Rennes-les-Bains, tout ça, il y a quelque chose qui fait monter Il y a une ouais, ouais, ça je l'énergie, confirme. soit qui t'élève, soit qui te tasse complètement. Ça dépend un petit peu de l'intériorité que tu as, à mon avis, tu vois. Ça amplifie l'état d'être intérieur dans lequel tu es là-bas. Dans une partie, oui. Dans une Quand partie, je ne dis pas dans tout le reste, mais peut-être ouais. dans cette enceinte justement délimitée par le rectangle sacré de tout à l'heure. Tu vois, dans cette région-là, moi j'ai zoné par là, en fait, tu vois. Bon, alors peut-être bien au Buguerach aussi, hein. En fait, de toute façon, le coin là-bas, tu sens que c'est quelque chose qui est propice à une élévation pour ceux qui veulent s'élever, mais qui est aussi propice à la noirceur, à accentuer la noirceur. Ce que je sens un peu à Rennes-le-Château. Voilà, je vais me tirer des foudres, mais je le sens comme ça. Quand j'ai été à Rennes-le-Château, je n'ai C'est pas pas été faux. impressionné, hein. C'est pas faux, c'est pas faux. À Rennes-le-Château, on n'a pas la Ah, même même vibration du impression. tout. Non, non. Ah oui, moi, j'ai Heu, pas mmh, aimé du tout la vibration là-bas. Alors, c'est non. beau, le paysage, tout ça, c'est nickel, c'est parfait, c'est superbe. Mais il faut pas s'y fier, il y a quelque chose là, en fait. Enfin, voilà. Et c'est ce qu'il nous montre sur sa fresque, hein. Je sais pas si tu l'as remarqué, la grande fresque qu'il y a au-dessus du confessionnal. Oui, oui, je Et l'ai il vu. nous montre, une nature morte d'un côté, à droite, et de l'autre côté, fleurie, puisqu'il appelait Montfleury. Ouais. Et d'un côté, tu remarqueras que d'un côté à gauche, c'est fleuri, de l'autre côté, c'est comme si c'était l'hiver, c'est une nature morte. Ah ben oui, oui. Donc, Mais en fait, ça peut rejoindre ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que comme ça nous parle de mégalithisme, que ça nous parle d'une période qui a été perdue dans l'humanité, hein, une civilisation perdue, comme si c'était en fait comme si l'humanité avait atteint justement ce niveau supérieur, et puis en fait l'humanité est tombée, et puis on recommence à zéro, tu vois. Donc ça veut dire que quelque chose a été possible et qu'il faut le recommencer. oui, Et c'est pour ça que je pense qu'il fait référence aussi à cette époque antédiluvienne, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ici, il n'y a pas longtemps, ici, il y a quelques jours, je me suis dans ma bibliothèque qui est là derrière moi, là, tu vois, j'ai été repiocher un bouquin, c'est celui-ci. Tu vois, Atlantis, ouais. Atlantis de Ignatius Donnelly. C'est une Mmh. réédition d'un bouquin de 1882.
Ouais. Ça explique, hein. Euh, voilà un bouquin que Boudet aurait pu avoir en main. Parce que quand tu lis ce bouquin-là, ça, ça ressemble beaucoup à la vraie langue celtique. Tu vois, il y a des choses qui sont communes et des ambiances qui sont communes. Je me dis, ben, voilà. Et c'est une fameuse somme d'études là-dedans, en fait. Il a peut-être pu être influencé par ça, tu vois. Euh, Et c'est ce euh, qu'il faut dire d'ailleurs aussi, tu vois, que l'histoire du Héron du Val d'Or, là, tu vois, que Boudet aurait pu appartenir à. Écoute, le Héron du Val d'Or, si j'ai bien vu, c'est 1890 la création. Donc c'est quand même après son bouquin. ouais, c'est Et après. puis en même temps, il paraît qu'il n'a pas quitté l'eau de Boudet. Ben, on a très peu d'informations sur Bouddha, alors donc, Voilà. Et en même temps, tu vois, il est dans une région qui est propice à l'élévation, pour peu que lui soit déjà une âme qui ait déjà beaucoup travaillé. Hein, ben, ça lui a suffi pour pouvoir comprendre tout ça. Il ne faut pas qu'il ait absolument besoin d'appartenir à une société, etc. Je ne pense pas. non, non, ouais, Donc, je pense je pas pense parce pas. que- Je pense qu'il a été contacté par des fameuses. Bref, Il a mais été, mais je pense qu'il a été écarté parce que bon, quand il a sorti son bouquin, il a été vachement rejeté. Donc, ouais, il a pas été compris parce qu'en fait, le bouquin, il n'était pas adressé à nous, au grand public, hein, son mais bouquin. non, Il non, je pense. était, serv- Ouais. il était réservé à une certaine caste. Donc, Mais donc c'est-à-dire aux personnes qui peuvent, qui ont peut-être besoin d'avoir ce coup de pouce pour pouvoir atteindre ce plan de conscience suivant, tu vois. C'est pas nécessairement comme, allez, comme c'est dans la Bible, c'est Jésus qui dit ça, on ne donne pas des perles à un pourceau. mm, Tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas. D'ailleurs, je m'interroge sur ce qu'on fait ici. Tu vois, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut parler de ça et de dévoiler ça à tout le monde? Mais voilà, je pense que ça sert à rien d'expliquer au grand monde tout ce plan de conscience-là. Il l'a fait, il l'a crypté légèrement, en réalité, de façon subtile, avec ces deux petits rectangles verrouillés là, pour que celui qui comprenne est déjà peut-être dans un niveau d'élévation spirituelle un peu plus haut, tu vois. plus Je dis élevé. pas, Ouais. je dis pas ça pour moi, qui est compris. Mais tu vois, c'est en toute modestie, évidemment. Mais oui, il y a peut-être quelque chose qui. Ça s'adresse effectivement, comme tu dis, bon, le caste, je ne sais pas, mais ça s'adresse à effectivement une tranche de la population qui a peut-être besoin d'un coup de pouce. Ouais, ouais, je Une pense. compréhension spirituelle, tu vois. Voilà. Enfin, bon, voilà, la dernière partie que je parle ici, c'est vraiment mon ressenti, ma façon, mon fond de ma pensée, mais Oui, je suis d'accord avec toi. Moi. autre chose comme, comme explication, c'est ce que je ressens au fond de moi depuis avoir fait ce petit parcours ici depuis 2 mois, quoi. Oui, oui, tout à fait. Moi qui suis, je dirais, un petit peu penché sur la chimie, parce que bon, je suis avec Rina, là, Mhm. on est dans ce plan d'élévation de conscience, quoi. Moi, De toute façon, tout le on y est parcours, maintenant. Oui. mm, tout le De toute façon, parcours que on y j'ai est. fait, comme je le dis dans le PDF que j'ai écrit, en fait, c'est Rennes-le-Château qui m'a formé, qui m'a plus j'y allais, plus j'avais, un niveau d'esprit, complètement différent. À Ouais. l'heure actuelle, et plus j'avance, dans les découvertes, hein. Donc, est-ce que c'est les découvertes que je fais, est-ce que c'est pas dû parce que j'ai un plan d'élévation qui, commence à grimper? Je Mais m'élève c'est un petit peu pour ça, plus? bien sûr que c'est ça. En toute humilité, il faut se le dire. Bien Ouais, sûr que c'est le plan de conscience, il évolue, tu vois, le cercle de conscience, il s'élargit, s'élargit. On commence et là et puis par bulle de conscience successive, tu prends conscience de certaines choses et tu te dis waouh, waouh, waouh. Chaque fois que tu te fais waouh dans ta vie, c'est que c'est bon signe, quoi. c'est ça, Voilà. On s'est c'est formé sur un exactement ça. s'arrêter, mais profitons de, tous, de chaque petite marche, quoi. Mmh. C'est tout un parcours initiatique, c'est ce qu'on disait avec, Voilà. Rina, et puis, Voilà. qu'on doit faire la 3e partie, parce que ça va être long là, parce que là, le sujet qu'on a pris, on va faire, tout le domaine pas à pas, et après on va s'écarter du domaine et on va faire tous les alentours. Ouais. Ça promet, il y a des émissions en cours. Mais quand tu arrives à Rennes-les-Bains, tu me le dis. Ouais. Mais on va y arriver, hein, on va y arriver à Rennes-les-Bains, et Ouais. sachant que, Rina ne connaît rien, mais encore toi, tu es venu. Rina, elle est jamais venue à Rennes-le-Château. Elle ne connaît rien là-bas, et Mhm.
c'est en fonction de moi ce que je lui explique qu'elle donne des trucs. Oui. Et c'est incroyable parce que ça rejoint un peu nos recherches et tout. C'est ça qui est formidable. Ah oui. Et puis on s'éclate. Hein. Franchement, on s'éclate bien. Si on travaille au ressenti, c'est ce que je fais d'ailleurs, tu vois. Après, j'essaie de structurer le ressenti que j'ai eu, mais c'est la meilleure voie, en fait, tu vois. Ouais, c'est exactement. Bon, mais il y en a certains qui le comprennent pas. Donc, j'ai eu certains commentaires où on nous a traité un petit peu de. Mais bon, après, Après, voilà. ça parle ou ça ne parle pas à celui qui écoute, c'est pas grave. En fait, on est toujours dans le ressenti aussi. Pour celui qui l'écoute, Hmm. tout prendre non Après, on plus. Donc, partage, on partage pas. Hein, et puis voilà. de toute façon, il faut partager. Donc, voilà. Donc, chacun n'est pas obligé de prendre au pied à la lettre de ce qu'on dit. Hein. Mm. Voilà. Donc, tu vois, en conclusion, si tu veux, moi, je pourrais dire que ce que je viens de te dire maintenant, de ce que c'est quand même un homme de foi, Bouddha. Donc, tu vois, il s'interroge quand même sur son intérieur, etc., Dieu, etc. Donc, ce que je viens de te dire ici sur la fin, c'est une chose, et que le lieu là-bas est propice pour son cromlech, etc., virtuel, tout ça, c'est une zone qui est propice à l'élévation, il y a une énergie forte qui est là-bas. Mais en même temps, il a fait cette carte, tu vois, où on doit trouver des points. Et donc, moi, je me demande aussi, qu'est-ce qui est tangible à trouver qui pourrait venir rejoindre ce sentiment de métaphysique dont je viens de te parler, quoi. En fait, quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un temple? Est-ce que c'est quelque chose d'antédiluvien? Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Enfin, il y a déjà le menhir, hein, qui, à mon avis, est antédiluvien déjà. Enfin, bon, peut-être pas. Il faut voir. Mais, c'est un temple. Hein. Pour moi, c'est un temple. Et puis après, tant pis. Hein. Il y en a qui vont me traiter de fou, hein. Comme d'habitude. Je pense qu'il y a un vortex. oui, mais ça, de toute façon, il y en a quelques-uns là-bas. C'est ça, je les ai sentis. Après, il y en a plus forts que d'autres, oui. Après, le seul langage qui peut nous faire remonter si loin, c'est de toute façon la géométrie et l'astronomie. Hmm. Voilà, l'astronomie. Je pense qu'il y a un paramètre, le troisième paramètre, il faut Ouais. utiliser l'astronomie. Et le Et, tellurisme, effectivement, aussi, les ouais. énergies sur place aussi. Mais ça, il faut un autre ressenti. Et ça, il faut qu'on fasse une émission avec Christophe. Voilà. Ben, je vais m'y intéresser un peu plus profondément. J'ai déjà vu une interview ou deux, je vois un petit peu ce qu'il a pu trouver, mais je dois avouer que je n'ai pas encore tout compris ce qu'il a trouvé. Et comme je fais aussi pas mal de recherches aussi dans l'astronomie avec Stellarium et compagnie pour voir un petit peu les directions, je vais m'y intéresser. Et puis, Ouais, de toute manière, ouais. au pire des cas, si tu trouves pas les points, je te donnerai les points pour que tu puisses travailler avec Stellarium, les coordonnées exactes. Ah, ben écoute, si tu les as, moi je veux bien, si ça ne te dérange Voilà. pas, oui. Oui. Ouais, Ou il a alors je laissé. repars à zéro, je cherche moi-même, comme il a fait, le chemin à l'envers que de ce qu'il a fait, mais Non, je les ai. ok. Je te Tu peux me... donnerai les 3 points, celui du menhir des Pontines, Mhm. celui j'ai appris quelque chose sur la Grèce aussi, et celui de la table qui était soi-disant en Grèce, et puis la table qui était soi-disant en Égypte. Ouais. Il y a les Ah ben 3 oui, points, et tu vas. oui, ça Voilà. j'ai entendu, qui faisait le lien avec oui. Mm. Et Mais donc, voilà, voilà. là je ne vais pas m'aventurer plus loin là-dedans, confirmer quoi que ce soit, parce que ça me dépasse un peu pour l'instant. Donc, Mm. moi j'essaie de rester factuel sur ce que j'ai pu trouver, puis voilà quoi. Ouais. Et j'en parlerai plus tard par rapport à la Grèce. Hein, j'en parlerai plus dans une émission. Celui qui a créé la fameuse ville de Thèbes, il s'appelle Cadmus. Cadmus, Cadmus, ouais. ouais, je Ouais. connais pas. Et alors, fais des recherches sur Cadmus et tu verras que. Alors, ce qui est étonnant, tu sais comment ça s'appelle? Parce qu'il va à la recherche de sa sœur. L'histoire dit qu'il est à la recherche, son père l'envoie rechercher sa sœur. Et tu sais comment s'appelle sa sœur? Elle s'appelle Europe. Voilà. Et puis, bon, je vais pas tout raconter dans les détails donc, de l'histoire. Et ça nous ramène au jardin d'Hespéride, avec les fameuses pommes d'or. Oui, oui, on en avait parlé la semaine passée, oui. Ben Mm. oui, ben oui. Et, et,
Donc voilà, mais ça, j'en parlerai dans une émission. J'en dis pas plus. Voilà, j'ai lâché quelques brides. Hop, vous avez rien entendu, donc on verra ça à la prochaine émission. Voilà. Voilà. Ben, je pense qu'on va Oui, voilà, clore moi j'ai cette terminé. J'espère émission. que tu as tout suivi Ben, sans écoute, avoir un trop grand mal de crâne. c'est très intéressant. Franchement, il y a pas mal de pistes. Tu vas me torturer là. Tu vas me torturer Mais tu tu vois, le sais, moi, cerveau je, pour chercher. je m'émerveille de ces recherches-là, tu vois. Moi, quand je vois cette géométrie qui se goupille, qui se verrouille, tout ça, je me dis, ben, ça, c'est. J'adore ça, et en même temps, Ouais, ouais, si et ça, c'est beau ce qu'il a fait Boudet. Si tout ça est. Si je ne suis ouais. pas dans un délire, mais en tout cas, ça marche, c'est là, quoi, en fait. Mais c'est beau ce qu'il a fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis je dirais quelque part, ben, merci pour toutes ces découvertes qui sont vachement intéressantes. Et puis là, on Oui, peut pas. Là, je veux dire, c'est récurrent, hein. Le nombre d'or, il y est. Il faut savoir pourquoi il y est, mais voilà. c'est vachement récurrent. Donc là, ça peut pas être des coïncidences. Malgré ce Non. que disent certains, ça peut pas être des coïncidences. Mm. Et ben, écoute, merci pour tout ce travail. Merci à toi de me Je pense que recevoir. les auditeurs vont apprécier. Et puis, je pense qu'on fera des émissions à trois. Et d'ici là, peut-être que tu auras trouvé d'autres choses. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc, J'attends tu la nous prochaine repartageras interpellation, ça. le prochain flash que je pourrais. Oui, ça va arriver très vite, hein, voilà. Ben, ça s'est enchaîné très vite, surtout, tu vois. Ici, ça date quand même depuis début octobre, donc c'est très récent, quoi. Donc, une fois que le fil est tiré, enfin, que tu as trouvé la bobine, je veux dire, tu n'as plus qu'à tirer le fil, et tant qu'il y a encore du fil, je tire, mais Bien sûr, tout à c'est fait. sans se forcer, en fait, tu vois. C'est sans se forcer. Voilà. Sans essayer de faire rentrer un rond dans un carré, tu vois. Alors voilà, donc si vous voulez trouver les travaux de Stéphane, donc vous avez sa chaîne, la chaîne, je mettrai le lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine émission et bye bye. Ciao, ciao. Salut, merci beaucoup, salut.